Good morning! Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 décembre et aujourd'hui c'est un grand jour, c'est un très grand jour parce que nous sommes en train d'enregistrer l'épisode numéro 903 et je ne suis pas seul. Et oui, il est là, il est de retour, il est là le matin avec nous, le fameux, le seul, l'unique, le magnifique, le formidable Rem. Comment vas-tu, Rem? Non. Oh là là, voilà. Bah, ça va beaucoup mieux maintenant, hein, après cette présentation. Bon, Rem, je suis content de t'avoir parce que ça fait longtemps Ouais. qu'on n'a pas discuté, tu vois, finalement. Et il faut comprendre, les amis, on ne discute pas avec Rem, on se discute que quand on se retrouve en live sur le morning. Donc, tu vois, c'est le En ce moment de prendre moment, des c'est un peu nouvelles. vrai, ouais. C'est le moment de prendre des nouvelles, de savoir comment va la famille. Non, non, mais sérieusement, juste, alors, Rem, tu es venu avec un invité déjà que c'est une anomalie qu'on n'ait pas reçu avant au NFT Morning. Donc, c'est vrai que Tout à fait. quand on prononce son nom dans le monde de l'art numérique, j'allais dire en France, mais beaucoup plus que ça, voilà, j'ai envie de dire, Bah, c'est une référence, hein. une référence, un curé, enfin, sur le côté curation et sur le côté éducation, sur le côté contenu. Et donc, ben, peut-être que tu peux nous dire finalement qui tu reçois aujourd'hui. Et ben, qui on reçoit aujourd'hui, puisqu'on a l'immense plaisir de recevoir Dominique Moulon, qu'on Voilà, peut tout de suite introduire. Hello voilà. Dominique. Pardon, oui, je Dominique, m'introduis. Non, 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 bah, bonjour. Comment vas-tu? Non, vas-y, vas-y. j'ai peur de te présenter, mais d'oublier pas mal de facettes, puisque tu as plus d'une corde à ton arc. Mais comment dire, curateur, commissaire d'exposition, chercheur, professeur, je sais pas, il y a beaucoup de choses à dire. Spécialiste, une des références dans l'art contemporain et notamment dans le numérique, mais pas que. Mais si tu veux, je te laisse peut-être compléter. Bah déjà, je veux vous remercier tous les deux. Je veux rappeler que je faisais partie des gens que vous avez incités à télécharger Clubhouse sur son téléphone portable. Ah ouais. Et un été, je vous suivais papoter comme maintenant avec des gens où je m'informais. Je vous remercie aussi puisque il y a déjà quelques années, j'avais eu un premier échange avec John qui m'avait confié votre PDF, votre livre sur Oui. les NFT à l'époque où je voyais vaguement ce que c'était, puis j'avais envie d'y aller un petit peu plus fort. Et puis d'ailleurs, à ce propos, j'ai aussi un MOOC où c'est moi qui pose des questions. Là, je vais répondre. Pour une fois, ça me flatte. Vous en avez fait 900 sur mon MOOC, j'en ai fait que 110. Ouais, mais t'en fais un par mois. Oui, 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 mais Donc ouais, ouais. en Et termes puis, de temps, on doit être à peu près au même. C'est beaucoup plus même. Ça fait beaucoup oui, plus nous, longtemps on a que nous. commencé en 2015. Et d'ailleurs, on en parlera certainement un petit peu de la Ouais. cryptosphère. La première personne qui m'a, je crois, c'est en 2016, hein, c'est il y a longtemps, qui m'a un petit peu acculturé à la cryptosphère, notamment au travers du Bitcoin à l'époque. On avait tourné à la maison du Bitcoin, c'est Primavera de Filippi. Et puis la deuxième personne, je ne sais plus, il y a déjà quelques années aussi, c'est John. Et on avait là parlé plutôt de NFT. Puis après, il y en a eu d'autres. Récemment, on vient de tourner avec Jean-Michel Payan. On a fait aussi Brian Becafico. Et j'en oublie, ils vont m'en vouloir, peu Bien importe. sûr. On poursuit. Alors, en deux mots, moi, ce que je fais, en effet, aujourd'hui, je dirais que ce qui m'intéresse, c'est essentiellement le commissariat d'exposition. Mais j'y suis arrivé par la critique et je continue à écrire, à publier des ouvrages ou des articles. Et puis moi, je viens de l'art et même de la pratique artistique, puisque je suis né à Bourges, une petite ville fort sympathique, où je suis resté le temps de faire un début d'études. Et j'ai fait 5 ans aux Beaux-Arts de Bourges. Donc j'ai découvert là un petit peu l'histoire de l'art, la peinture. J'en ai fait, j'en ai exposé, j'en ai vendu
Mais bon, c'était difficile de tenir en arrivant un peu de nulle part à Paris, parce que je me suis dit qu'il fallait essayer d'accélérer un petit peu. Et là, je suis passé à Paris 8, et c'est là où j'ai vu mes premières, on y reviendra peut-être, mais mes premières œuvres numériques. Puis j'ai fini avec une thèse très tardivement, et entre-temps, en effet, comme tu le disais, j'ai gagné ma vie avec plaisir à enseigner dans quantité de contextes différents. Et ça m'amène aujourd'hui, quoi. Voilà. Moi, j'ai juste une petite question. Quand tu commences en tant qu'artiste, donc tu fais quoi, de la peinture, j'imagine? Je fais de la peinture. C'est les années 80. Quand le premier ordinateur arrive, je fais plutôt partie de ceux qui s'en moquent. Alors, c'est vrai qu'il y a un mec super sympa, qui est assez talentueux, mais qui va modéliser une personne, ça va lui prendre des mois et des mois. Donc, on comprend pas bien, honnêtement. Et c'est après, en fait, quand je suis arrivé à Paris, que à un moment donné, j'ai eu envie d'y aller, et j'ai découvert le Macintosh 2 à l'époque, qui était un peu le début du Ah ouais, graphisme. bien Donc, sûr. donc là, je me suis formé à des outils, j'y ai vraiment pris goût, puis après, j'ai jamais perdu ce goût, et je suis devenu franchement geek à essayer quantité d'applis et à les enseigner. En fait, moi, j'ai gagné ma vie aussi en enseignant les technologies créatives, donc la création, mais avec des technos plein différentes. Mais au début, moi, je viens de la peinture, c'est-à-dire peinture sur toile, sur châssis. Je faisais mes châssis, j'entoilais, et j'avais une peinture qui était à la frontière de l'abstraction, de l'histoire de l'art, de l'architecture. Et ça a mis un certain temps, mais je C'était dirais un que peu, ouais, c'est par le c'était un peu graphisme, en fait, en ouais. attente, pour gagner ma vie, que je me suis mis au numérique. Ok. Ouais, voilà, ce qui m'intéressait aussi, c'était un peu ce que tu peignais à l'époque, tes influences. Enfin, je trouve ça intéressant de remonter à ce moment-là. Est-ce que c'est une étape fondatrice, en fait, pour toi, ce passage aux beaux-arts, etc.? Oui, parce que moi, je viens d'un milieu ouvrier. Il n'y a pas d'art contemporain. Il n'y avait pas d'art contemporain vraiment à Bourges. Il y a un musée, mais un musée un peu art et tradition populaire, où on nous amenait, on s'ennuyait à mourir avec mes potes quand on nous amenait de la banlieue où j'étais, d'une petite ville. Enfin, et en effet, les beaux-arts. Alors, je suis passé par Tours, parce que j'ai eu une première scolarité assez chaotique. Je suis passé par les Beaux-Arts de Tours pour rattraper une espèce de niveau avant de faire les 5 ans à Bourges. Et là, j'ai découvert les images, j'ai découvert le fait d'en refaire. Je me suis intéressé beaucoup à la peinture italienne. Mes premiers voyages en train avec ma femme, c'était voyager la nuit pour aller à Florence et aller prendre un café. Et puis après, poum, aller voir des Masaccio. Et après, on a sillonné toute l'Italie. On s'est promené en Europe, parfois en train, parfois avec des voyages qui nous coûtaient le moins cher possible, et à chaque fois, c'était aller voir un maximum de peinture. Et en même temps, j'en ai fait avec ces références. Et, et d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'un jour, aux Beaux-Arts, en présentant mon travail à mes profs, qui étaient plutôt bienveillants, même si les Beaux-Arts, c'est toujours été une formation qui te secoue, et moi, j'avais peut-être besoin de ça d'ailleurs. Il y a une prof qui avait dit, mais tu présentes ton travail comme si tu étais un médiateur ou un guide. Et en fait, c'est comme si elle allait dire que j'allais prendre soin du travail des autres dans le futur, ce que je ne savais pas. Et en effet, j'ai arrêté, parce que en arrivant à Paris, quand tu viens de Bourges, milieu social d'où je venais, il fallait que je gagne ma vie, quoi. Donc, je me voyais pas artiste. Et aujourd'hui, quand je vais chez Pouche, quand je vais chez Artagon, quand je vois les résidences, quand je vois les aides à la création des jeunes artistes, et c'est très, très bien. Et ça s'est énormément structuré et même professionnalisé, tout ça. Moi, à l'époque, tu arrivais de ta province, en plus, je savais pas les codes. Donc, Ah ouais. j'allais au vernissage, j'étais tout seul comme un con. Des fois, j'avais un pote, je voyais une star de l'art contemporain, j'étais bouche bée, j'osais même pas lui dire bonjour, quoi. Ça a un petit peu Et changé c'est depuis. hyper intéressant. Enfin, moi, en parlant avec toi, j'ai plein de questions. On va évidemment parler d'art digital et tout, mais comment dire, ces prémices, enfin, ces débuts dans l'art. Déjà, moi, j'ai plusieurs questions, mais toi, ça a été compliqué vis-à-vis de tes parents quand tu leur dis, ben voilà, je veux devenir artiste.
Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est à un moment donné, tu as dû te dire, bon, bah, finalement, artiste, c'est pas pour moi, mais par contre, je peux être bon dans tel ou tel domaine de l'art. Alors, mes parents, ça n'a pas été un problème parce que je suis fils unique. Genre, je sais pas, 18 ans, je suis parti, je crois. Je voulais aller dans un pays qui était loin. Donc, j'avais été en ancienne On a tous eu Yougoslavie. Ouais, mais j'y étais en stop, tu vois. Ah ouais, ok. Et j'ai dit à mes parents, je pars en Yougoslavie en stop. Ah, j'avais même pas 18 ans, quoi. Et en revenant, je veux faire les beaux-arts. Là, c'était en architecture à Tours. Et mon père, il m'a dit, en gros, c'est même pas la peine de revenir à la maison. Je savais très bien que c'était pas vrai. Et puis ma mère l'a regardé, elle a fusillé du regard, et puis je suis revenu, puis tout s'est bien passé. Donc, mais c'est vrai que et surtout le pire, c'est quand ma première formation aux Beaux-Arts, c'était architecture. Quand je suis passé en art, mon père, il s'était un peu vanté à l'usine de dire, mon fils, il va faire de l'architecture, il va faire de l'art. Je m'étais fait pousser les cheveux, enfin l'enfer. Mais ça n'a pas été du tout un handicap. Ils m'ont ni découragé ni encouragé. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Ouais. Et la deuxième question, c'était, pardon. Quand tu découvres que finalement, tu artiste, peut-être tu en feras un hobby, mais pas un métier, quoi. En fait, quand j'ai arrêté, j'ai vraiment arrêté. Et je suis très heureux d'y avoir goûté. Et je pense qu'aujourd'hui, ça facilite sans doute mes relations aux artistes quand je connais leur technologie, quand je sais un petit peu leur situation de solitude, d'entourage, d'atelier, de relation à la technique, parce que c'est aussi moi je considère que c'est aussi un métier, pas que l'art. Donc je ne le regrette pas. Et puis j'ai arrêté parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Donc j'ai fait du graphisme en agence et ça m'a pris quelques années avant j'ai resté intéressé par l'art, si tu veux, j'allais voir des expos, mais ça a pris un temps avant que je retrouve ma place dans le monde de l'art. D'ailleurs, dans les années 90, j'ai commencé à écrire. C'est l'écriture qui m'a ramené à l'art, finalement, après le passage à Paris 8. Et avant d'y retourner à Paris 1, c'est l'écriture qui m'a donné envie, où à Paris 8, j'étais en art, mais la formation art à l'université, elle est plus théorique. Et ça m'a fait du bien parce que moi, j'avais écrit long comme ça et puis des trucs débiles, quoi. Donc là, j'y ai pris goût, je me suis forcé, je faisais relire par ma femme qui était en lettres modernes à l'époque. Et j'ai commencé, je voulais publier, mais je ne me voyais pas écrire sur l'art, au même titre que je ne savais même pas ce que c'était commissaire, quoi. Donc j'ai trouvé un magazine qui m'a dit oui, il y en a un qui m'a dit non, et il y en a un qui m'a dit oui, et c'était Studio Multimédia, c'est il y a longtemps. Et mes premiers articles, c'est des tutos, notamment le premier, ça m'a pris un temps infini, c'était sur un plugin de motion capture de Director, l'ancêtre de Flash qui a disparu. Bref, c'était motion capture interactivité. J'avais des bases, mais j'ai bossé comme un chien. Puis après, j'ai écrit un article. J'étais à Los Angeles SIGGRAPH, qui est le lieu des technologies audiovisuelles du cinéma, mais avec de l'art aussi. Et là, j'ai vu des choses qui m'intéressaient et j'ai ramené un article. Et entre-temps, quand j'étais à Paris 8, il y avait à cette époque-là, dans les années 90, il y avait un festival, une biennale organisée par Jean-Louis Boissier sur les arts numériques. Et c'est à l'époque où il y avait les premiers événements d'art numérique, festivals. Il y en avait un à Créteil, il y en avait un à Saint-Denis. Enfin, c'était embryonnaire tout ça. Ça s'est aussi professionnalisé, structuré en France, partout. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et la graine, elle a un peu poussé avec des œuvres qui m'ont relativement fasciné, qui restent fascinantes aujourd'hui, hein, qu'on voit aujourd'hui dans des grandes institutions. Et tout ça, ça a fait que j'ai glissé. Faut que tu nous donnes des noms, hein. Ouais. Oui, je vais citer Jeffrey Shaw parce que récemment j'ai écrit dessus, réécrit, et je l'ai vu au Musée d'Art Contemporain de Lyon dans une exposition où il y avait beaucoup de numérique, de post-internet. C'était une expo en gros d'art et de technologie sur 50 ans. Et ils ont remis cette pièce sur laquelle j'avais fait du vélo. C'est un vélo d'appartement qui contrôlait en temps réel des centres-villes comme Manhattan ou Karlsruhe à cause du ZKM ou Amsterdam.
Exactement. Mais donc, tu l'as retrouvé rapide. Hein. Et donc, j'ai fait du vélo et récemment, je suis retourné au musée d'art. J'ai été au musée d'art contemporain de Lyon. J'étais avec le commissaire et la directrice et qui m'a dit, bah allez, vas-y Dominique, si tu veux, fais-toi plaisir. Et on était entre critiques d'art en preview. Et donc, c'est des œuvres comme ça. Une autre que tu trouveras peut-être pas sur mon site de Edmond Couchot. Et Marie-Hélène Tramu et un troisième dont j'ai oublié le nom, pardon, Michel Brett, où on soufflait dans un spiromètre et ça s'appelait Je sème à tout vent et on avait une fleur de pissenlit qui explosait littéralement. Ça, c'est les années 90. On l'a revue après, reproduite par Numéris Causa dans les années 2000. Aujourd'hui, elle est certainement, il y en a sans doute acquise, j'espère, par des musées. Elle a été réexposée. Voilà, merci. Waouh. Tu vas vite, Rem. Et ça fait partie. C'est John, là. C'est John, pardon, excuse-moi, John. C'est John qui est aux commandes, là. Ben, bravo, parce que ouais, ça, ça fait partie des œuvres qui m'ont fait passer de l'amour que j'avais de la peinture, que j'ai gardé, à un fort intérêt pour le numérique. À l'époque où j'écrivais, je commençais à arrêter de peindre parce que je voyais que j'allais pas m'en sortir de là d'où je venais. Honnêtement, pour faire artiste contemporain en France, si tu n'as pas une famille, un contexte qui te permet pendant quelques années de t'y consacrer, c'est compliqué d'avoir un métier à côté, quoi. Après, j'ai fait prof, ça aurait été plus facile, mais j'avais déjà le pied dans la critique. Et c'est la critique qui m'a amené au commissariat. Et ça, je le dis, je le revendique. Je fais partie aussi de l'association des critiques d'art, l'AICA, et des commissaires, le CEA, et entre autres associations, une de numérique qui s'appelle ACNUM. Moi, je pense que la voie royale du commissariat, alors je prêche pour ma paroisse hein, et puis mon expérience, et je dis c'est le meilleur, et c'est pas vrai, mais quand même, si on regarde les grands commissaires, souvent, c'est des gens qui ont une culture de l'histoire de l'art, c'est des gens qui savent écrire. Ça me fait toujours un petit peu sourire les commissaires des fois qui me demandent tu veux pas écrire pour mon catalogue au début, tu vois, j'ai envie de dire pourquoi tu le fais pas. Bon après, je pense qu'il y a beaucoup de formation de commissaires, la production, le politique, le relationnel, l'histoire de l'art, la connaissance des artistes et ou la capacité à trouver des financements. Mais c'est vrai que le fait d'être arrivé par la critique, quand on regarde les commissaires aujourd'hui à l'international, ils ont quand même une vraie culture de l'histoire de l'art. Pas toujours vrai en NFT, on en reparlera, mais on a le droit de changer. Et moi, je revendique le fait de se faire le regard, de se faire la culture au contact des œuvres et des artistes. Et je pense qu'on n'est pas obligé d'être passé par une école d'art. Moi, d'ailleurs, au départ, j'ai même pas mon bac. J'avais un CAP de dessinateur en bâtiment. Pour arriver à la thèse en Sorbonne, ça a pris du temps. Je pense que tout le monde peut. Et quand on voit des gens faire des collections, parfois avec un petit peu de malhabileté, souvent les gens s'améliorent. Je pourrais donner des noms, je ne le ferai pas, mais je vois des gens qui collectionnent et qui prennent, qui ont le regard qui s'affine, quoi. Donc je pense que tout le monde peut y arriver. Il n'y a finalement pas de voie royale, même si je revendique la mienne. Non, mais c'est intéressant. Alors, c'est super intéressant parce que en fait, là, justement, d'ailleurs, on a la section numérique d'Art Basel qui ouvre à Miami là aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où on fait ça. Et il y a un peu ce débat d'ailleurs. Hein. Tu vois, d'ailleurs, tu as vu comment il s'appelle justement le critique d'art Hans Ulrich Obrich, non Non. Non. Ah non. Comment il s'appelle déjà Thierry Schwartz. Ouais. Enfin, qui ont un petit peu, qui justement mettent en relief le manque de culture artistique justement de cette scène NFT. Et c'est une vraie question parce que c'est vrai que tu as une promesse aussi, pour moi en tout cas, sur l'aspect un peu populaire justement que doit amener le numérique à sa manière. Et donc, justement, le fait que... Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que des collectionneurs, en effet, au départ... moi, j'en ai vu aussi, d'ailleurs. Au départ, bon... tu sais pas, t'achètes ce compte, tu sais pas trop. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que tu
tu fais juste un petit peu sur des coups de tête et petit à petit, tu commences à comprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas, mais de la valeur, je veux dire, qui apporte quelque chose, et et petit à petit, tu deviens collectionneur en collectionnant, quoi, finalement. Exactement. Et je donnerai un exemple bienveillant. On a fait aussi un tournage avec lui en parlant de Sandbox, Sébastien Borgé. J'ai vu ce qu'il a acheté là. Il l'a posté, je peux le dire. C'est comme ça que je l'ai appris sur Insta ou X. J'ai vu ce qu'il a acheté, donc Kevin Abosch, et une très très belle pièce de Kevin Abosch que vous connaissez, que vous avez reçu, tous ces gens-là évidemment. Moi, j'ai vu des pièces qu'il a achetées il y a quelques temps et j'ai vu ce qu'il a acheté récemment. Il le cache pas, il vient pas de l'art, hein, mais enfin, en termes d'entrepreneuriat, on a tous beaucoup à apprendre de lui, et de tech aussi, et de culture, et il collectionne en même temps. Il a cette envie. Il n'a pas que des pièces de la crypto-scène, on va dire, de NFT. Il a des pièces physiques, même loin de ça d'ailleurs. Mais je trouve que sa collection, en regardant ce qu'il collectionne aujourd'hui, elle s'améliore singulièrement et très rapidement, quoi. Donc ça, je trouve, c'est pour ça que les gens qui disent, ouais, il n'y a pas de culture dans la sphère NFT, à la fois, c'est pas toujours totalement faux, mais c'est pas toujours totalement vrai. C'est pas faux non plus, parfois, des artistes. Là, j'étais à la résidence Glitch que vous connaissez. J'ai discuté avec un jeune artiste brillant qui m'a montré les trucs qui m'ont vraiment mis sur le cul. Et je lui dis, tiens, ça me fait penser à tel artiste. C'était presque une réactualisation d'un travail antérieur, mais il ne le savait pas. Et en même temps, c'est pas grave. Et j'ai envie de dire, peut-être que s'il l'avait su, il ne l'aurait pas fait, cette création-là. Donc, il y a des fois où moi, ça m'a vachement handicapé aux Beaux-Arts. Je faisais partie de ceux qui étaient passionnés par l'histoire de l'art. À un moment donné, c'est idiot ce que je dis, hein, je vais me faire pourrir par les universitaires. Mais si tu sais trop, ça peut te bloquer à faire. Donc, et puis j'ai envie de dire, on part avec la culture qu'on a. Moi, de là d'où je viens, je peux que revendiquer le fait de s'améliorer en constance jusqu'à la mort. Et c'est vrai qu'il y a ce débat entre les cultures des gens, mais en même temps, si tu regardes les collectionneurs d'art contemporain, souvent ils viennent aussi du milieu de. La plupart, souvent, c'est la finance. Une fois, il y a un collectionneur qui m'avait dit, c'est Alain Servet, qui est collectionneur belge assez visible. Je lui ai dit, mais tu viens d'où? Il me dit, bah, comme la plupart des collectionneurs de la finance. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc, dans l'absolu, je le dis parce qu'il ne le cache pas, dans l'absolu, quand on collectionne, on n'est pas non plus historien d'art, quoi. On travaille on achète avec son cœur, parfois avec l'idée de placement, ou en tout cas, on aimerait transmettre. Et moi, je pense que comme en tout, comme en commissariat, comme moi, quand j'interviewe, quand je suis de l'autre côté, comme vous, pour mon MOOC, là, j'espère que je me suis amélioré depuis 11 ans, quoi. Donc voilà, moi je dis qu'on peut tous s'améliorer. Et par rapport, quand j'ai découvert les NFT, en essayant d'y aller plus sérieusement à l'époque où on avait parlé, John, j'avais été sur YouTube et voir des collectionneurs en collection. Et là, j'avais vu pas mal de gens qui donnaient la valeur des œuvres achetées, revendues. Je m'étais dit, bof, et qui ne parlaient pas des créations, quoi. Et en même temps, moi, je rencontre aujourd'hui des gens, j'en ai rencontré là au secteur numérique de Paris Photo, comme il y en aura à Bâle, ou comme j'en vois à Miami, comme j'en vois à Bâle, grâce à Gerd Bach, qu'on connaît bien tous ensemble. Moi, je vois des gens qui s'y prennent et qui deviennent des passionnés. Ça fait plaisir à voir, quoi. Ouais, non, c'est intéressant. C'est vrai que c'est. Bah, vas-y, Rem, pardon. Non, mais juste pour. Il est figé. Pour revenir. Ah, suffisait. Ah, pardon, j'ai un petit. Peut-être des petits soucis de connexion. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant quand finalement tu fais une pause dans ta carrière artistique et que tu reviens par le biais finalement de l'innovation, des nouvelles technologies et de l'art. Et je me dis, parce que tu disais que évidemment quand tu arrives à Paris, c'est un milieu qui est, on connaît un peu on imagine un peu le monde de l'art. C'est un milieu qui est assez fermé, etc. Est-ce que le fait que toi tu arrives par un biais que personne finalement ne connaît et ne maîtrise, ou très peu de gens, est-ce que finalement il y avait une place à prendre et c'est toi qui l'as prise?
Alors, tu me flattes en disant que j'ai pris cette place, parce que je pense en effet que je ne suis pas tout seul. Mais moi, j'ai toujours, après, on l'a vu, j'ai beaucoup enseigné dans pas mal d'endroits. J'ai toujours dit à mes étudiants, essayez d'être là où il y a l'innovation. Moi, finalement, j'ai trouvé du boulot grâce au Mac 2, Illustrator, Photoshop, Express, qui est devenu InDesign. Et à l'époque, j'écrivais des tutos sur InDesign dans Studio Multimédia. J'ai trouvé du taf. Alors, le premier, je me suis formé en stage. Je ne gagnais pas grand-chose. C'était une agence qui avait eu un impayé et le client avait livré un ordinateur. Il ne savait même pas l'allumer. J'ai redessiné le logo, un carré, un triangle et un rond. Il m'a fait « Ah, pourquoi pas ?» Et puis après, je suis devenu l'infographiste de l'agence. Et après, j'ai trouvé du boulot. Je repartais, j'y retournais. C'était facile. Et moi, à mes étudiants, je leur dis, à une époque, je leur disais, mettez-vous sur le motion design, mettez-vous sur le mapping, mettez-vous sur le temps réel, touch designer. Aujourd'hui, mettez-vous sur l'IA. Et en effet, moi, je suis arrivé avec cette culture dans le monde. Là, clairement, je suis arrivé dans le monde des arts numériques. Je suis aussi arrivé avec l'Internet, je suis aussi arrivé avec un certain nombre de choses. Et je dirais que chez les critiques d'art, dont je n'avais pas conscience d'être véritablement encore à l'époque, il y avait là, c'était le calme plat, quoi. Donc, en fait, on était un petit peu entre nous, communauté qu'on a appelé art et technologie, art et médias, art et nouveaux médias, art numérique aujourd'hui, et il y a d'autres qualifications. Mais finalement, c'était un cercle assez fermé, un petit peu où on se protégeait, un cercle avec une économie zéro et des gens qui se connaissent. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'était sympa de dire Dominique en France et même à l'international, c'est pas tout à fait faux, mais on va dire les arts numériques, c'est une telle niche que finalement, tu peux faire tourner ton nom si tu sais un tout petit peu te servir d'Internet. Et puis, là, je reviens de Gwangju en Corée du Sud, où on était quelques internationaux, on se connaissait, où on avait des amis communs. Tu sais, quand tu lances des noms en l'air, tu vois un petit peu où les gens sont, on était au même endroit. Donc en fait, ce qui était intéressant avec les arts, moi quand je suis arrivé, le monde de l'art contemporain à Paris, quand tu es provincial et que tu n'as pas les codes, mais je veux dire, tu comprends rien du tout, quoi. Moi, et encore, je comprends encore pas tout aujourd'hui, je me suis un peu amélioré. En revanche, dans la petite écosystème des arts numériques, entre Parisiens, on était 25 potes, allez 50 peut-être, mais et puis il y en avait un peu à Marseille, un peu à Nantes, un peu, et puis après on allait à Ars Electronica. Moi j'ai été à Ars Electronica pendant 15 ans, tous les ans, 15, 16, 17 ans. Et là je commençais à ouvrir à l'international. Donc en effet, c'est une niche, mais dans cette niche, j'étais de très loin pas le seul à avoir une culture et même une petite pratique, des connaissances de technologie. Mais en effet, moi, moi, je suis aussi rentré par les techniques et les technologies. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire quand quelqu'un comme Chatonsky dit revendique les techniques, mais carrément comme une valeur esthétique, quoi. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire. À une époque, au début, quand j'étais critique, il fallait presque pas le dire parce que ça allait presque. J'avais peur qu'on me renvoie du côté des tutoriaux, quoi. Bah, ça reste un débat qui n'est pas fermé. Hein, c'est clair. Et d'ailleurs, si tu regardes, moi j'en avais parlé avec Barbara London, qui s'occupait peut-être encore d'ailleurs au MoMA des acquisitions d'œuvres d'art numérique. Bah, ça rentrait au MoMA, mais c'est vrai aussi à Pompidou et c'est vrai dans quantité d'autres endroits. Souvent, ça rentre par l'entrée du design. Parce que dans le design, c'est beaucoup plus souple. On a une plasticité du cerveau, si tu veux. Le design et les techniques, c'est depuis toujours. Et les technologies, c'est depuis toujours. Comme le son, d'ailleurs. Comme l'image finalement, mais dans le petit monde de l'art, en effet, il y avait certainement pas forcément du mépris, mais disons un manque d'intérêt par le monde de l'art contemporain dans les années 90, même si faut quand même rappeler que tout ça a commencé dans les années 60 et que dans les années 60, il y a des grands artistes qui ont déjà fait des collaborations avec des ingénieurs à New York, à Los Angeles, à Paris aussi, à Londres, avec une exposition qui s'appelle Cybernetic Serendipity. Donc tout ça est beaucoup plus ancien qu'il n'y paraît. Et comme tu dis, John, on a l'impression que ce n'est pas encore tout à fait admis. On milite pour l'absorption des cultures numériques dans l'art contemporain et des pratiques aussi.
Ceux qui nous y aident, c'est la génération des gens qui sortent d'école d'art et qui connaissent très bien les outils, les pratiques, les usages, les médias sociaux, et qui vont chercher d'ailleurs sur Internet beaucoup des idées avec des outils, notamment l'IA, pour les mettre en forme. Là, il s'est passé quelque chose peut-être je dirais, en 2021, avec la deuxième génération d'IA générative, mais aussi ce putain de record de Beeple, qui a fait que le monde de l'art s'est dit waouh, il y a quand même de l'argent, on va peut-être aller voir ce qui se passe. Alors, attends, tu vas trop vite. Tu vas trop vite pour moi. Excuse-moi. Non, alors j'ai une question, mais c'est une question à tiroir, comme souvent. Vas-y. Le début de ma question, c'est bon, quand tu commences dans l'art numérique, que tu rencontres tous ces artistes et tout, c'est quoi ce marché? Enfin, il ressemble à quoi le marché de l'art numérique à ce moment-là? Est-ce que quel a été en fait finalement l'impact de la blockchain et des NFT sur ce marché? Et est-ce qu'il y a encore en fait finalement, est-ce que cet art numérique, comme tu l'as connu à ses débuts, il existe encore en fait? Ça veut dire un peu imperméable à la techno, enfin imperméable au NFT ou à la blockchain. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu. Ouais. Alors, comme j'aime bien le rappeler, on va dire que tout ça a un véritable commencement, on va dire, pour faire simple, dans les années 60. Puis ça s'est amélioré les années 70, 80, 90. Et dans les années 90, ça a commencé à se structurer. Donc, ce n'est pas le début, mais c'est le moment où ça se répand. C'est le moment où les festivals se multiplient. Ça commence à acquérir une douce visibilité. Et quand tu poses la question où en est le marché, c'est pas difficile, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que les œuvres virtuelles, elles sont calculées avec des machines et des systèmes qui n'existent plus et qui étaient compliqués à acheter, à mettre en place, enfin, etc. Les œuvres Internet, quand les artistes comme Rosendahl ou d'autres les ont pas réécrites de Flash en HTML5, elles n'existent plus. Les pièces interactives, c'est tellement compliqué à mettre en place et à préserver. Genre le Centre Pompidou, si tu leur parles d'acheter une œuvre interactive, ou faire comment on va faire dans 10 ans, tu m'étonnes. Donc, il y a la pérennité, il y a le manque de culture aussi, le manque de culture, disons, le manque d'intérêt en termes de culture numérique des collectionneurs de ce moment-là. Des galeries qui ne veulent pas se prendre la tête. Je veux dire, on le voit quand c'est la crise. Là, on était à Art Basel. Hop, on revoit les peintures et les sculptures et des petits formats. On part avec sous le bras. Je plaisante. Hein. Mais je veux dire, il y a des valeurs refuges dans des formes qu'on connaît, dans des moments qui sont un petit peu de crise. Pas tant que ça, mais un peu quand même. Je parle dans l'art. Donc, tu veux, à mes yeux, il n'y en a pas vraiment, même s'il y a quelques grands maîtres qui font partie de l'histoire de l'art et du marché de l'art, qui mettent un soupçon de technologie et qui arrivent. Mais ils ne sont pas visibles dans l'écosystème des arts numériques, ils n'ont rien à y faire, ils n'ont rien à y gagner d'ailleurs. Et ceux qui sont dans l'écosystème des arts numériques, ils ne sont pas tellement tentés d'aller sur le marché, parce que c'est vrai qu'il y a on a l'impression, peut-être ils ont l'impression qu'ils vont perdre leur âme, peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait tort du reste, ou qu'ils ne vont pas pouvoir gérer, ou c'est un monde qui leur est étrange, comme moi, tout ça m'était étrange quand je suis arrivé de ma province. Et en effet, moi, je pense que avant les NFT, pour moi, le switch, c'est ce qu'on appelle les pratiques et cultures post-Internet. C'est-à-dire, c'est les années... ça commence dans les années 2000, ça va se renforcer dans les années 2010, et c'est voir des galeries comme la Bitform, Transfer. À Paris, il y avait aussi Numeris Cosa, XPO. Dans le monde entier, il va y avoir un début de marché. Il y a eu une vente Philips dans les années, je pense, 2010, d'œuvres où les artistes, parmi les plus connus, en effet, il y a Petra Kortreit, il y a... bon, il y en a plein, il faut que je réfléchisse 2 secondes, mais des artistes qui vont aller chercher des idées sur Internet pour leur donner des formes dans le white cube. Parce que finalement, l'art numérique des années 90, il est dans la black box. Dans la black box, il n'y a pas beaucoup de marché.
même en vidéo, c'est le début du marché de la vidéo, on va dire les années 90, de grand format, de projection, et de dire on n'est plus dans une salle de cinéma, on n'est plus sur un petit écran, on est dans une installation d'art contemporain. Il y a un début de marché, mais c'est pas si facile que ça. Alors quand tu rajoutes l'interaction et le virtuel, ça devient très compliqué, y compris pour des questions de préservation. Donc pour moi, le vrai début le début du numérique dans l'art, c'est les années 60. Le fait que ça se répande, c'est peut-être les années 90, suivant aussi la révolution des années 70-80, qui est le personal computer, les applications, etc., etc. Mais dans le marché, c'est le post-internet qui va faire qu'on va voir émerger une génération d'artistes, Corey Arcangel, que j'ai exposé aussi grâce à un collectionneur, Hampus Lindwall. Et là, eux, ils ne vont pas émerger dans le réseau art numérique. Ils vont émerger dans les galeries, dans le White Cube, dans les galeries d'art contemporain, et on va les voir en foire. Et là, aujourd'hui, ils sont encore dans des grandes galeries, et ils ne sont pas passés par la case art numérique, ils sont passés par le White Cube. Alors, qu'est-ce que ça a changé les NFT, c'est la visibilité. C'est-à-dire que Raphaël Rosendahl, que vous connaissez, moi que j'ai exposé en 2015, je crois, encore une fois grâce à ce collectionneur, il y avait déjà dans les années 2000, fin 90, 2000, surtout 2000 et après, il y avait déjà un réseau de quelques collectionneurs, quelques artistes qui vendaient des URL, comme Rosendahl, qui d'ailleurs se rendait compte que c'était compliqué. Il a même créé un contrat qu'il a mis sur son site, qu'il a revendiqué œuvre d'art. Et il est passé naturellement au NFT. Il a fait des séries, il a fait des belles ventes. Et aujourd'hui, il a revu sa copie en faisant des séries un peu moins longues, avec des prix plus adaptés à l'époque. Mais ce que ça a changé, c'est la visibilité. Moi, il y a même une journaliste, je crois, c'est de TF1, pour un truc qui n'est jamais sorti, qui était venu me voir en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Et on était en même temps, vous aviez une visibilité à ce moment-là, parce que vous y étiez déjà depuis quelques temps, pas non plus des décennies, hein, mais il y a beaucoup de gens qui en 2021 se sont dit merde, qu'est-ce qui se passe? Donc ce que ça a changé, c'est que sur TF1, France 2, aux US, au Japon, à la télé, aux 20h, il y a des gens qui ont dit il y a de l'art numérique et il est sur Internet. En fait, de l'art numérique, il y en avait déjà depuis 40, 50 ans, de l'art sur Internet depuis déjà 30 ans, mais il y a quelqu'un qui avait fait la vente record, qui a attiré, on pense ce qu'on veut de cette œuvre de Beeple. Tout le monde beaucoup de gens ont été assez injustes d'ailleurs, parce que si tu regardes les pratiques d'art contemporain, quelqu'un qui vend une œuvre où il y a quasiment, je crois, c'est 10 ans de sa vie à faire une création par jour ou par semaine, plus peu même. importe. Ouais. Ouais, Plus de 10, ouais. Plus, 15 ans. 15 Ouais, ans. ça, Donc, je veux dire, ça, c'est un statement d'artiste contemporain pour moi. Alors après, c'est vrai que le carré en petit, Mais alors, la grille, elle n'était pas bon. Pardon. Si on parle de cette œuvre, est-ce que, avec le recul, tu penses que ce record n'est pas arrivé peut-être trop tôt, en fait? Enfin, moi, c'est un peu mon avis, en fait. Mais oui, John dit non. Tôt, peut-être il n'est pas arrivé au bon moment. Mais moi, j'aurais presque envie de dire, excuse-moi, au lieu de dire trop tôt, j'aurais envie de dire trop tard, par rapport à tous ces artistes de l'Internet, parce que finalement, il y a de l'art numérique depuis des décennies, de l'art sur Internet depuis des décennies, des contrats pour protéger les œuvres conceptuelles, ou quand tu achètes un rouleau de peinture ou du sable et des rideaux, si tu n'as pas le contrat signé par l'artiste qui te dit comment l'activer pour en faire une installation d'art contemporain, Yves Klein Comment t'achètes ta banane scotchée sur un mur? T'achètes un contrat, tu ne peux pas acheter une banane, elle va pourrir. Donc ce que je veux dire, c'est que, en effet, Maurizio Cattelan, en effet, moi ce que je trouve génial avec ce que j'ai tout de suite remarqué et félicité les NFT, c'est que ça associe 3 briques essentielles qui sont l'œuvre sur Internet, qui sont le contrat et la plateforme pour la désintermédiation. Et ça n'existait pas avant. Donc ça, c'est une innovation. C'est pas une invention, c'est une innovation majeure, mais surtout, ça a rendu visible trop tôt, trop tard, ça se discute. Mais de toute façon, il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit, moi-même je l'ai dit, le Covid, ça a vachement aidé parce qu'on était derrière nos écrans. Moi, je pense, j'ai écouté quelqu'un le dire récemment et je le crois, ça devait arriver. C'est arrivé au moment où ça arrivait. Moi, je dis trop tôt, tu dis trop tard, on s'en fout. Mais en tout cas, ça a donné un coup de projecteur.
Ouais, non, moi je dis trop tard. Ça a donné un coup de projecteur qui fait que des grands commissaires comme Hans Ulrich Orbritz, qui après parle à Basel, Miami, avec Sacha Stiles, bon, il l'aurait peut-être vu si tu veux. C'est pas un imbécile, mais je veux dire, les galeries. Moi, je discute avec des galeries. Par exemple, Kamel Menour, il s'est intéressé à ça aussi à un moment donné, au travers des Obvious, qui est un grand collectionneur, galeriste. Donc, ça a eu le mérite de rendre populaire, comme dans les années, comme le PC. Justement, c'est intéressant. Tu vois, tu en parles au passé. Il s'y est intéressé. Ça veut dire que c'était pas mature, quoi. Il s'y est intéressé. Il s'est rendu compte que finalement, c'était pas encore ça. Tu vois, peut-être qu'il va s'y réintéresser plus tard, mais enfin, et Oui, lui comme les autres, en fait. oui, mais si tu veux, quand les médias s'y intéressent, ils s'y intéressent avec cette vente. Il y en aura derrière, il y aura PAC, dont je sais que tu es fan et moi aussi. Il n'y a pas d'émission d'information sur les grands médias pour dire regardez PAC, regardez tous les grands que vous citiez d'ailleurs dans votre ouvrage. On ne les verra pas, ceux-là. Alors, ceux-là, par contre, on les verra. Art Basel, à Paris Photo peut-être, ou à Miami ou à Bâle, où on commencera à les voir dans un certain nombre d'événements, y compris les événements, et tu es bien placé pour en parler avec le NFT le Lisbonne. On en verra peut-être aussi au NFT Paris, etc. Mais le grand public, pour moi, il s'est passé un petit peu la même chose. Et peut-être tu as raison. Non, c'est moi, pardon, trop tôt, excuse-moi. Zuckerberg, quand il dit on va mettre tout le paquet sur les métaverses, et puis les fans de métaverses et de jeux sociaux, ils voient Zuckerberg en Lego comme ça, ils se disent bah putain, on m'aurait menti, quoi. Donc finalement, le soufflet retombe, les investissements retombent, et le grand public s'en va, et il va certainement revenir. Et moi, je pense que rien de tout ça n'est terminé. Et d'ailleurs, métaverse, il se passe encore des choses, on appelle ça jeux sociaux, monde massivement utilisateur, machin, etc. Ça reviendra autrement. Et les NFT, si tu veux, il faut aussi reconnaître que les gens, ils se sont dit, waouh, le Bitcoin, il est en haut, puis tout à coup, boum, il était retombé, et puis ils ne se sont pas rendus compte qu'il est remonté bien plus, puis que là, il est retombé. Donc ça devient compliqué à suivre. Et pour les NFT, les gens, quand même, se sont rendus compte que moi, je pense qu'on ne revivra, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous savez mieux que moi, on ne revivra certainement jamais ce qui s'est passé en 2021. Il se passera autre chose autrement. Et quand je disais que Raphaël Rosendahl, il vendait plus des pièces au même tarif, mais par contre, il faisait des petites séries, il avait son réseau. Là où les gens ont tort de dire c'est fini, c'est qu'il y a une communauté internationale extrêmement soudée avec des gens qui ont des vraies surfaces financières. Ceux on en connaît, qui ont acheté du Bitcoin à $100, ils en ont acheté une douzaine, ou peut-être beaucoup plus. Bon, bah, ils sont assis sur des surfaces financières. Et en plus, ça leur fait plaisir. Ils ont envie de diversifier. Ils n'ont pas envie de sortir trop d'argent pour pas se le faire taxer. Donc, ils achètent des NFT aussi parce que ça leur plaît, pour se faire des noms autrement qu'en disant j'ai des bitcoins, parce que sur X, c'est quand même plus sympa de dire je collectionne, regarde ma collection, je viens d'acheter ça. C'est aussi des gens qui gèrent leur fortune. Donc, ils le font comme passe-temps, mais un beau passe-temps, quoi, et un passe-temps qui aide les artistes. Donc, moi, je pense que ça a apporté de la visibilité, et il était temps. Mais en effet, le soufflet est retombé chez le grand public, mais il n'est pas retombé pour tout le monde. Et il y a actuellement beaucoup de gens de la jeune génération qui arrivent, qui s'intéressent au moteur 3D temps réel, à ce qui se passe dans cette sphère des jeux sociaux 3D temps réel, où il y a des monnaies comme Sandbox, où il y a des créations, et tout est à reconquérir. Et les marques, je pense qu'elles ne sont pas non plus toutes parties. Elles continuent à observer parce qu'elles ont des départements recherche et développement qui leur disent c'est en train de se reconfigurer. Mais en tout cas, moi, je suis très heureux. Moi, je félicite cet achat par Metakovan de Beeple, même s'il y aura toujours des gens pour dire c'était attendu, c'était prévu, mais pour les grandes ventes comme ça, c'est toujours le cas, il y a toujours il y a des bruits, et puis c'est toujours plus organisé qu'il n'y paraît, mais on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça a déghettoisé les arts numériques, qu'on appelle digital maintenant,
Et on a discuté un petit peu, Rem, ensemble. J'ai vu que tu avais utilisé le mot art traditionnel. Moi, ça me vexe. Je dis ça, on connaît bien la NFT Factory où vous avez œuvré, John. Et moi, au début, j'avais discuté avec quelqu'un qui m'avait dit, alors vous êtes dans quoi? J'explique, en gros, art numérique, y compris gens comme Rosendahl et les autres, c'est-à-dire des gens qui étaient là avant et qui en ont, dans le bon sens du terme, profité. Et le mec m'a regardé, ah oui, vous êtes dans l'art traditionnel. J'allais dire, de quoi tu parles? J'avais vu quelqu'un aussi, du super sympa, qui a joué son rôle aussi à la NFT Factory. Je l'avais vu arriver dans un prix d'art contemporain en disant... Et c'était l'époque où on pensait que ça allait tout changer. Ça n'a pas tout changé, mais il se passe quelque chose et ça va poursuivre. En gros, avait dit à l'auditoire, c'est l'art du futur. C'est la manière de diffuser l'art dans le futur. Bon, c'est pas certain. Et puis, c'est Jean-Michel Payan qui répétait récemment, il faut remettre les choses assez à leur place, même s'il est à fond dedans, comme vous, hein. Il m'avait donné le pourcentage de l'économie NFT par rapport à l'économie art contemporain, c'est une broutille, quoi. Ouais. On est en dessous du 0,1%. Mais en tout cas, ça a eu le mérite de mettre de la lumière là où il n'y en avait pas pour le grand public. Ça va forcément générer des vocations. Ça a fait gagner de l'argent aux artistes et il y en a qui continuent aussi à en gagner. Donc, quand un artiste gagne de l'argent, moi, je suis très heureux. Il y a des collectionneurs qui sont heureux aussi, qui se rencontrent. J'ai passé pas mal de temps. On s'est vu à Paris Photo avec... comment il s'appelle, la commissaire? J'ai oublié son nom. Nina Roers. Nina Roers, qui fait un super boulot. Puis là, et en même temps, on s'est quand même un petit peu tous retrouvés un petit peu entre soi dans le secteur digital et on a l'impression qu'il y avait quand même une petite fracture avec le reste. Mais en même temps, il y avait un autre stand comme Paris Bay, pardon, son nouveau nom, avec Broadbeck Bardua, que moi je suis, qu'on fait un livre avec que des images d'IA en relation avec la photographie. Donc, moi, c'est là où ça, pardonnez-moi, mais ça m'intéresse presque plus dans le secteur principal de voir que ça bouge doucement que dans le secteur digital où on se connaît, on sait très bien ce qui se passe. Moi, je soutiens Louis-Paul Caron qui était chez Danae, que je vais présenter bientôt dans une biennale internationale. C'est pas Venise, hein. Mais je suis content. Donc, en tout cas, c'est là. Et puis, quand on voit que Hans Ulrich Obrich, le commissaire de l'art contemporain, le plus en vue actuellement, le plus respecté, il y a 2 ans, il discute avec Sacha Stiles. Il voit qu'il se passe quelque chose aussi, lui. Tout le monde le voit. Même, je vois des critiques, des commissaires. Tout le monde a un avis sur l'IA, sur les NFT, peut-être un petit peu moins, mais tout ça est lié aussi, parce que c'est des tendances qui ont émergé ou réémergé à peu près au même moment. C'est intéressant. Et moi, j'aime bien cette mise en perspective que tu fais, en fait, Dominique. En fait, j'aime bien parce que réancrer ça dans le temps. Et en fait, à chaque fois, tu as des sortes de vagues d'accélération et des vagues, en effet, de ralentissement. Et donc, tu parles des années 60, arrivée de l'ordinateur, de l'informatique, les grandes collaborations. Ensuite, années 90, le Mac 2, en effet, les logiciels, l'avènement du software, Flash. Et on voit qu'il y a une génération qui s'est cristallisée. Enfin, c'est cette génération un peu dont tu parles aussi, qui s'est cristallisé autour de Flash, les métiers créatifs, l'art, mais aussi le côté agence et cet aspect-là qui s'est développé. Puis cette vague un peu justement 2000 de galeries vidéo pour ensuite arriver sur cette dernière vague en date qui est 2021, comme tu dis, avec ChatGPT, les NFT. Et donc, je schématise, hein, mais c'est... oui, mais c'est vrai. Et donc, à chaque fois, ça avance d'un cran. À chaque fois, ça fait émerger malgré tout des nouvelles générations, parce que c'est vrai que tu as un petit peu... Et moi, bon, c'est la force, justement, je trouve aussi des profils comme le tien ou celui de Nina Roers, justement, c'est quand même de faire le lien
entre, on va dire, ce que je vais appeler les NFT natives et les artistes numériques, tu vois. Enfin, les artistes numériques, justement, qui faisaient ça avant les NFT, parce que finalement, c'est ce qui a mis du temps, mais ce qui a émergé. Quand tu vois d'ailleurs Art Basel, tu vois, le LACMA à Los Angeles fait dialoguer, enfin, tout le monde fait dialoguer finalement maintenant ces différentes générations qui commencent à faire un seul tout, j'ai l'impression. Et donc voilà, jusqu'à la prochaine vague, quoi. Oui, et puis c'est intéressant quand tu mentionnes aussi l'industrie créative. Quand j'évoquais tout à l'heure le SIGGRAPH Los Angeles, qui est très lié à Los Angeles, à Hollywood, et aux effets spéciaux, et de ce que c'est devenu, évidemment aujourd'hui ça doit être essentiellement de l'IA, c'est eux qui accueillent des artistes numériques qui sont assez talentueux à l'époque. Et aujourd'hui, finalement, parfois, il y a des artistes qui vont émerger entre l'art contemporain et l'industrie créative, et ça ne le vexerait pas qu'on l'évoque, c'est Refik Anadol, par exemple. Ben oui. Il vient de l'industrie créative. Voilà, il vient de l'industrie créative, et d'autres comme Memo Akten, que moi j'ai présenté à Venise avec le Van Heerens Collection. C'est des gens qui ont aussi eu un pied parfois dans l'industrie créative, même avec une entreprise et en travaillant avec des marques. Mais comme dans l'art contemporain, les artistes travaillent avec des marques plutôt de luxe. Et puis, mais d'ailleurs, c'était le cas de Beeple aussi, hein, d'ailleurs, qui était. Bien sûr, ah oui. D'ailleurs, quand les gens disaient Beeple, il vient de nulle part, il venait de nulle part dans l'art, mais il venait pas de nulle part, il avait sa communauté. D'ailleurs, tous ceux qui ont fait des belles ventes à cette époque-là, ce qui fait la différence au-delà de la qualité de leur travail, c'est leur communauté sur Twitter. Point. Pas que s'il n'avait pas sa communauté, il aurait rien vendu. Et ce qui est intéressant, quand tu dis aussi, oublions le terme traditionnel, aujourd'hui, finalement, il y a des cercles, mais on le voyait aussi, on le voit à Basel, on le voit dans les grands événements, on le voit à Venise. Il y a le cercle de l'art contemporain avec le marché. Il y a le cercle des arts numériques qui est plutôt dépendant des financements publics dans les pays où il y en a, comme la France, comme le Canada, Montréal, l'Europe, l'Autriche avec Ars Electronica, etc. Et en effet, cette communauté qui est très internationale, du fait des crypto-monnaies, qui est la communauté NFT, et malheureusement, c'est quand même un petit peu des cercles qui globalement, gentiment s'ignorent ou même au pire se méprisent. Et de temps en temps, tu sais, les sociologues font des fois les diagrammes et au milieu, il se passe quelque chose. Et bien en fait, on est en train de parler ensemble de ce milieu et avec des gens comme Nina qui a travaillé, qui a eu aussi une galerie d'art, qui connaît le marché de l'art. Il y a des gens qui essayent comme le disait mon premier directeur de thèse, Norbert Heller, qui essaye de déplacer les lignes et de voyager. Récemment, je disais en rigolant, je continue à boire de la bière chaude dans le monde de l'open source. C'est presque un peu méchant, mais c'est pas tout à fait faux. Et en même temps, j'aime bien une coupe de champagne fraîche. Bière chaude, pizza froide. Oui, voilà, dans le monde de l'art contemporain. Mais en fait, ces mondes-là ont quantité d'idées, de passions communes, mais simplement sont dans des écosystèmes avec des vocabulaires, avec des us et coutumes qui sont un petit peu différents. Et puis, ce qui complète vachement les choses par rapport à l'industrie créative concernant les pratiques artistiques avec du numérique, peu importe, en ligne, pas en ligne, crypto, interactif, machin, c'est la proximité avec les industries créatives. En France, on a un qui marche très bien, qui n'est pas forcément ce qui m'intéresse artistiquement, mais moi je les félicite, c'est l'Atelier des Lumières, où là on est plus près du culturel et on s'est peut-être un petit peu éloigné on est plus la culture que l'art, mais ça fait partie aussi du paysage. Et en même temps, on voit par exemple actuellement, il y a dans la fondation Louis Vuitton, il y a un artiste, Kunstitsin, avec une installation numérique sur écran LED qui est magnifique, façon un petit peu game engine, qui est génial. Donc on voit que c'est en train, ça se craquelle, ça se fissure, aussi avec des gens qui ont envie de créer de la circulation. Mais avec toujours, tu as raison de le dire, avec ces résistances, quoi. Enfin, c'est vrai que même l'Atelier des Lumières, alors il y a moins de débats, je pense, aujourd'hui qu'il y a 10 ans quand ils sont arrivés, mais
Enfin, il y en a quand même. Et ils sont Oui, quand oui. même grandement méprisés par le monde de l'art, quoi, par exemple. Enfin, c'est vrai que c'est. Alors après, c'est pour ça que je dis, pour moi, il n'y a pas à mépriser puisqu'il y a un succès public et que c'est bien aussi le public. Ouais, ouais. C'est Non, non, important. mais là où tu as raison, c'est que tu as une jointure. Et c'est vrai que moi, c'est ça que je trouve intéressant dans les NFT aussi, dans cette culture NFT. Je parle on va dire, de cette sous-culture pour l'instant. C'est que tu as ce mélange, en effet, de, on va dire, pop culture des années 90, vidéo game, pixel, malgré tout de finance, malgré tout de gamification, malgré tout d'entertainment. Et moi, c'est ça que je trouve aussi. Enfin, c'est vrai que ça te fait sortir peut-être un peu de ce qu'on pourrait définir comme de l'art au sens propre, mais finalement, c'est aussi ça. Enfin, moi, je pense que tous les médiums vont toujours avoir un pendant populaire et puis un pendant plus pointu, si tu veux. Et c'est le cas du cinéma, c'est le cas de la photographie, c'est le cas de la littérature, c'est le cas même de la peinture. Et donc, l'art numérique a déjà un peu, enfin, va avoir un petit peu ces deux pendants Oui. qui vont se développer, quoi. Oui, même si on aime bien faire des catégories, même si Bien sûr, bien sûr. numérique, industrie créative, c'est pas toujours les mêmes enjeux, les mêmes publics, les mêmes approches, etc. Mais c'est vachement intéressant quand tu utilises le terme populaire. Ben, populaire, c'est quoi? C'est le pop art. Il y a des gens qui n'ont pas compris le pop art dans les années 60, mais aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir une affiche de Warhol chez soi. Récemment, à la Biennale Nemo, dont je suis commissaire associé, initié par Gilles Alvarez avec une très belle expo au 104, plutôt d'art numérique contemporain. Il y avait une performance uniquement d'ouverture avec des poissons d'argent qui se déplacent dans l'air d'un atelier. C'est magnifique. Alors, il y a des gens qui pouvaient trouver ça un peu populaire, mais moi, c'est ça que j'ai trouvé vachement bien. Et j'ai rappelé, dans un article que je vais publier sur ArtPress bientôt, qu'un des premiers à avoir lancé des ballons à l'hélium en argenté, c'est Andy Warhol. Et c'est les années 60. Et Dieu sait si aujourd'hui on reconnaît sa relation au populaire. Et le deuxième, enfin un autre, c'est Pierre Huyghe, qui est quand même une grande star de l'art contemporain, qui a fait aussi des ballons à l'hélium qu'on retrouve au plafond chez Pinault. Donc j'ai envie de dire, aussi des fois, c'est Duchamp qui nous a appris que c'est le contexte qui fait l'œuvre, ou c'est le contexte qui fait la validation, où il y a des circuits de validation qu'il convient d'emprunter, comme, je dis n'importe quoi, la Biennale de Venise, ou le prix Marcel Duchamp, ou la galerie Perrotin, ou je ne sais quoi. Le contexte où on découvre les choses lui donne aussi sa couleur. Moi, j'ai rien contre. Quand j'ai commencé, quand j'ai fait de la peinture aux Beaux-Arts, c'était la déferlante de ce qu'un théoricien, Achille Bonito Oliva, a nommé la trance avant-garde. Mais c'était en France, les combats Di Rosa, et on les voit réémerger, ils n'ont pas disparu, ça fait toujours ça en histoire de l'art. C'était des gens qui aimaient la bande dessinée, le flipper, le rock'n'roll. Et il y a eu toute une tendance comme ça en France, mais il y en a eu dans le monde entier, autour du mouvement punk, par exemple. Il y a eu des graphismes, mais il y a aussi des artistes qui étaient assez proches de ces mouvements-là. Aujourd'hui, la culture populaire, c'est quoi? C'est le numérique, c'est les médias sociaux. Donc, c'est normal que les artistes s'intéressent aussi à ça. Et évidemment, là, je trouve que, et je prêche pour notre paroisse, ceux qui ont cette culture numérique, sans doute, et ces pratiques et ces usages, c'est ceux qui sont les plus à même de parler de la société dans laquelle on vit, qui est une société qui est façonnée, fascinée aussi d'ailleurs par le numérique, parfois dans le bon sens ou parfois dans le mauvais sens. Donc tout ça finalement se rejoint, y compris d'un point de vue sociétal, pour les sociologues ou de demain, quand ils regarderont ce qui se passe aujourd'hui, ils verront cette relation aussi aux cultures populaires. Complètement. Et en fait, c'est génial de parler avec toi, Dominique.
Et on pourrait rester 3 heures ensemble. Et je crois qu'on va devoir te réinviter. Hein. Oui, ça me frustre parce que non, mais je voulais quand même parler de toi aussi, quand même, juste de tes actualités, si tu veux, rapidement quand même. Mais déjà, juste parce que, mais tu as raison, John, et à propos de ça, parce que Dominique t'en a parlé, John, je te propose de montrer justement MOOC, ces entretiens que tu réalises chaque mois. Parce que bon, tu fais pas que ça, mais je trouve que c'est important quand même de l'évoquer. Si tu peux nous en dire 2 mots. Bien sûr, voilà. Et tu as parlé d'ailleurs de Jean-Michel Payon, qui est ton dernier invité du mois de novembre. Oui, je veux bien que tu recliques sur le logo en haut. Là, moi, je me suis une fois fait poser des questions. Là, tu vois, par exemple, là, c'est vachement intéressant. Là, bouge pas. Excuse-moi. Sur les 3 derniers, Justine Aymar, elle a fait œuvre de scénographie au pavillon français de la foire universelle d'Osaka. Jérôme Sans, c'est un des commissaires les plus en vue, à juste titre, d'art contemporain, connaît très très bien aussi le marché. Et Jean-Michel Payon, on en parlait tout à l'heure, avec un fonds d'investissement qui défend corps et âme, et la sphère crypto, même son aspect financier, finance décentralisée, mais aussi surtout ce qui défend les NFT avec des artistes comme Nice on Tease, que moi j'ai exposé, j'ai eu la chance de pouvoir exposer au Grand Palais juste pendant une journée pendant le AI Summit. Ça, c'est une de mes petites gloires, même si ce n'était pas ouvert au public. Mais j'ai associé des artistes comme Holly Herndon, Nice on Tease, Agoria à la fin. Avec notre président qui monte sur la scène. Incroyable. Avec Agoria. Enfin, c'était pas mal. Et ce MOOC, c'est aussi, moi je le fais, mais comme quand je t'ai posé des questions, John, c'était j'ai envie d'en savoir plus. Tiens, qui peut m'en parler? Il y a John. Tu vois, là c'est pareil. Là on voit Sébastien Borgé et il est entouré aussi avec Henri Verdier qui était l'ambassadeur français du numérique. Et à côté, Charlène Biondi, qui a un point de vue social et politique du numérique. Donc, on tourne un petit peu autour du sujet, au même titre que quand j'écris des articles, je rencontre les gens, et puis finalement, moi, je fais du commissariat et de la critique pour rencontrer des gens, quoi. Ce qu'on aime, et vous aussi, la preuve avec vos 900 enregistrements, on s'enrichit de nos rencontres. Alors, MOOC, on peut écouter les épisodes sur ton site, mais également, est-ce que c'est en podcast ou Non. Alors, en fait, c'est pas. On peut y accéder depuis mon site. Le MOOC Digital.Paris est une entité. C'est financé à 100% par la ville de Paris. Ça s'est fait au départ quand j'enseignais à l'EPSA. Et en effet, on a fait 11 ans et on a encore un financement pour 1 an. Il va y avoir le municipal, on verra comment ça va se passer. Peu importe, je le remercierai toujours la ville de Paris, même le jour où ça s'arrêtera, d'avoir pu le faire aussi longtemps pour pouvoir aussi rémunérer une équipe, des intervenants, etc. Et sinon, tu évoquais les actus. Là, j'ai eu une année avec des grosses actus, j'ai eu il y a 1 an, tout le sous-sol de la Gaîté Lyrique pour une expo avec le Festival de la Francophonie, avec des artistes, avec Sacha Stahl sur 20 mètres, mais aussi des artistes comme Bernard Venet d'art contemporain, tu vois. Et ces mélanges-là, moi, je les revendique et je pense qu'il n'y a pas tant de gens qui les font. L'idée, c'était textualité, langue française, etc. Et puis pour les, là, je sors de quelques expos. Il y en a quelques-unes en devenir. Là, j'ai une petite présence en tant que commissaire associé dans une expo du Centre culturel coréen. Voilà, c'est celle-là. Je viens d'en faire une aussi pendant Art Basel avec 4 artistes. J'aimerais bien que tu nous parles de celle-là parce que c'est des artistes certains qu'on a déjà reçus, d'autres qu'on aurait aimé recevoir, comme William Mapan. Voilà, William Mapan, Alexis André, Florian Zombrun et Julien Espagnon. Julien Espagnon ayant été un de mes étudiants et dans les managers de projet. Il y en avait aussi un qui était un de mes étudiants. Et puis sinon, pour revenir aux actus, moi, je vais être commissaire
d'une expo d'art contemporain en avril, au Centre Wallonie-Bruxelles, qui est un lieu qui s'est métamorphosé avec sa nouvelle direction, Stéphanie Pécourt, où tout le monde de l'art contemporain, des arts numériques aussi, se retrouve là-bas. Donc, je vais être commissaire du prix Carré-sur-Seine, qui est un prix d'art contemporain, mais qui a décidé cette année spécialement de mettre un prix d'art contemporain numérique. Donc, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. Et puis, là, je travaille sur la future biennale de Malte, sur le pavillon français. Et je commence à discuter à droite, à gauche, et puis toujours les projets auxquels on croit le plus, ils vont s'effondrer, et puis ceux qu'on néglige un peu, ils vont émerger, ça va être génial. Et je suis pas inquiet. Là, j'ai sortant d'une année où j'avais jamais fait, j'en ai fait quasiment une par mois. Là, j'en ai un petit peu moins, mais ça me permet de souffler, puis de réécrire. Là, j'écris actuellement. Là, j'ai des articles à sortir sur ce type d'événements, d'artistes, dans 4 supports. Et on verra ce qui va arriver. Et après, ma grosse actu en devenir, j'accompagne la Fondation Rico Bono depuis bientôt 1 an et demi dans la préconfiguration de son Museum of Artificial Intelligence Immersive Art. Le premier devrait être dans 1 an à Malte. Le second devrait être dans 2-3 ans à Palerme. Il pourrait y en avoir un autre. Et en fait, c'est dans le contexte de la préconfiguration de ce musée à Malte qu'on travaille actuellement avec la Fondation et l'ambassade de France à un pavillon. J'en parle un peu tôt, mais comme tu sais, des fois, quand tu parles trop tôt des choses, tu es obligé de le faire. Donc, ça compte. Et comme je pense que l'ambassade a autant envie de le faire que la Fondation et l'artiste, on est un peu avancé actuellement avec Louis-Paul Caron, que vous connaissez bien aussi, avec ses incendies, donc un discours sociétal. Donc voilà, pour les projets à moyen long terme, et puis j'espère les plus beaux sont à venir. Souvent, ça te tombe. Ceux que tu comme connais ça. Pas encore. Oui, des fois, ça te tombe, tu te demandes comment tu vas faire. Et c'est les gros projets que j'ai eu récemment par le ministère des Affaires étrangères. C'est aussi parce que, s'y prenant un petit peu tard, il fallait quelqu'un qui avait une culture d'art contemporain numérique, une pratique de commissaire et aussi un peu d'expérience permettant de lancer le projet assez vite. Et souvent, tu as des beaux projets comme ça qui émergent parce que tout à coup, ils se réveillent, ils se rendent compte qu'il manque une petite composante qu'ils avaient oubliée. Ils avaient oublié le commissaire. Et ça s'est très, très bien passé avec le ministère des Affaires étrangères, que je remercie. Puis là, j'ai encore une expo. Je vais au finissage de l'expo à Aubusson. Et là, c'est le ministère de la Culture au travers du CNAP. Donc, j'espère qu'il perdurera, même si actuellement, il est un peu secoué pour des questions politiques. Donc, elle est documentée dans mon site avec une performance audiovisuelle d'Annabelle Play, Hugo Arcier et d'autres. Et ce qui me plaît aussi, c'est dans cette expo, d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai mis des gens très différents. Il y a Léo Vios, que vous connaissez très bien. Mais il y a aussi des gens du monde de l'art contemporain, des arts numériques, avec leur propre marché, présentés actuellement à la Biennale Nemo. Donc moi, j'aime bien, ma signature, c'est l'hybridation. Alors attends, on va peut-être finir avec ça. Je savais pas comment poser ma question, si j'allais te dire en tant que collectionneur, c'est quoi tes œuvres préférées, etc. Mais en fait, je vais la poser différemment. C'est si en tant que commissaire d'exposition où tu as les mains entièrement libres et c'est qui les 3 artistes que tu aimerais exposer et où? Voilà. Je vais botter en touche. Je vais dire pourquoi. Non, parce que... c'est moche. Non. Je vais faire une réponse longue qui répondra pas. Pour une réponse courte, par contre, mais ça fait.
Pardon, non, c'est difficile. Je donne 3 noms d'artistes, je me fais pourrir par les 150 autres, 200 autres. Bah non, mais. Donc c'est compliqué. Non, en effet, si tu veux, j'ai quand même réussi à exposer Refik Anadol au Grand Palais, mais très peu de gens l'ont vu. Donc ça fait partie de tes must, Refik. Oui, sans doute, je dirais, mais j'étais aussi très, très heureux de présenter Tania Moreau, qui est une artiste contemporaine française qui aurait pu faire la Biennale, qui peut encore faire la Biennale de Venise, tu vois. À côté, il y avait Bernard Venet. C'est des gens, moi, je suis biberonné au Bernard Venet depuis longtemps. Non, je dirais, c'est ma prochaine si Est-ce que je peux rajouter une petite nuance? Artistes qui ont mis un pied ou un doigt dans les NFT. Par exemple, j'étais très heureux de présenter Memo Acten dans une église pendant la Biennale de Venise sur un mur de 9 mètres de haut de LED avec un grand collectionneur d'art contemporain. C'est des choses comme ça que je voudrais refaire, justement aller chercher des artistes qui ne sont pas encore suffisamment reconnus dans l'art contemporain, mais qui ont vraiment fait leurs preuves, et en art numérique, et en NFT aussi pour Memo Acten, et le mettre là avec la bienveillance d'un collectionneur. Donc, c'est des choses comme ça que j'ai envie de refaire. Et c'est difficile. J'ai donné des noms exposés plus que des noms que je voudrais exposer. Je sais pas, il y a des gens comme Adrian Cheng, j'ai jamais pu l'exposer. J'aimerais bien, qui est à New York. Il me vient à la fois trop de noms ou pas assez tout de suite pour répondre à cette question qui est quand même une question. Non, elle était dure. Elle était. Ouais. Pour revenir sur des expos, moi je me souviens déjà cette expo de Memo Acten. J'étais tombé dessus par hasard à Venise. C'est-à-dire, je me balade, c'est dans l'ultra-centre de Venise. Tu vois sur le mur Memo Acten comme ça. Je dis, tiens, je vais regarder. Et donc, c'était une projection. En effet, les gens étaient assez épatés par cette projection. On a eu 100 000 visiteurs. Donc ça, tu fais pas tous les jours non plus, tu vois. Et puis, des gens, même des gens qui des fois me disent « Ah, t'étais dans le coup ?» Ouais, parce qu'en fait, c'est moi qui ai présenté 4 artistes 4-5 au collectionneur. C'est lui avec son fils et sa fille, puisqu'ils travaillent collectivement, qu'on choisit. Et ça, après, est-ce que c'est pas finalement le problème, là on va rentrer sur encore une heure de débat, mais de l'art numérique, c'est-à-dire que finalement il n'est pas exposé comme il devrait forcément l'être. Tu vois, c'est-à-dire que peut-être que avec un écran de télé, ben oui, même le meilleur des écrans. Après, je vais reformuler ta question, Rem. Parce que là c'était un endroit spécial avec une scénographie particulière. Je pense que c'est la force et la faiblesse du numérique, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, tu parlais des petits canevas, des toiles. Bon, la toile, tu vas jouer, évidemment. Tu as un travail énorme de scénographie, de lumière, de mise en perspective, de curation, de sélection, de qu'est-ce que tu mets à côté de quoi. Mais j'ai quand même le sentiment que tu as quand même un scope qui est quand même assez clair et délimité, et que le numérique, par contre, dès que tu rentres dans ce jeu d'exposer le numérique, tu as beaucoup plus d'angles d'attaque à jouer sur la lumière, sur le temps, sur est-ce que tu projettes. L'expo que vous avez faite, Code plus Matter, en effet, avec ce parti pris de dire on fait du numérique sans montrer de numérique, avec justement uniquement du physique. Enfin, tu vois, en fait, je trouve que le rôle du commissaire, de la personne qui expose, du curateur, de la galerie, a un rôle créatif encore plus important, quoi. Oui, créatif, parce qu'il y a une part de créativité, évidemment, dans le commissariat d'exposition, notamment de scénographie. Moi, j'ai présenté à la Gaîté, sur des écrans grands comme ça, un triptyque de Linda Dunia, c'était bien, j'étais content. Mais après, quand je l'ai montré sur des murs de LED en cercle au Grand Palais, elle était là, elle s'est rendue compte que c'était autre chose. Donc, tu as raison quand tu dis, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a encore, et moi, quand je ne peux pas faire autrement, je montre, j'ai fait des expos où je montre des artistes sur des écrans grands comme ça, quoi. Mais quand je peux le faire, donc, en effet, tu as raison quand tu dis,
une œuvre numérique de l'immatériel, tu peux la montrer sur un iPad ou sur un mur de LED, bah, ça change tout. Alors que une installation, une peinture, une sculpture, tu es obligé de la montrer comme elle est. Tu peux mal la montrer, tu peux mal l'éclairer. Tu soulignais l'éclairage qui est essentiel en exposition, mais au moins tu la montres elle. Alors qu'une œuvre de l'immatériel, c'est ne serait-ce que le mode d'affichage que tu lui donnes qui va changer beaucoup de choses, quoi. Donc ça complique encore un petit peu presque, ouais. Ça complique et finalement ça devient plus coûteux aussi. Enfin, je pense qu'il y a quand même un aspect. Ça peut, même si il faut faire attention parce que des fois les transports, ça plombe un peu, ça peut plomber un peu une expo. Mais la location de matériel, donc des fois tu te retrouves avec la souplesse de l'immatériel, mais arrivé sur l'expo. Il faut un partenaire, il faut. Alors tout le monde rêve John connaît bien ces petits désagréments. Non, mais c'est de l'argent. Enfin, tu vois, moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance à Lisbonne de créer 3 ans d'affilée un petit atelier des Lumières pour justement permettre aux gens et enchaîner des sessions. Enfin, moi, je jouais beaucoup sur le temps aussi, donc c'était 10 minutes par artiste, que ce soit Beeple, Sassage Style, et s'enchaîner avec un show de 10 minutes éphémère, si tu veux, dans mais ça te coûte beaucoup de pognon, quoi, tu vois, donc c'est un truc. Bien sûr, mais l'idée de la boucle, par exemple, il y a l'exposition Le Monde selon l'IA du jeu de paume, ont mis les artistes les uns derrière les autres aussi, avec une grande image. À partir du moment où on sait à peu près à quel moment on voit qui, de mon point de vue, moi, c'est ce que j'avais fait au Grand Palais, de mettre carrément dans l'image, et les artistes m'en ont pas voulu, les noms des artistes et les titres. C'est bien de pouvoir le voir. D'ailleurs, en espace immersif, j'ai aussi, avec la bienveillance d'un ami chinois à la China Academy of Art, mis un tout petit pied à Meet Digital Culture à Milan, qui est pareil, qui est une espèce de black box immersive où on a mis pas mal de créations. Et je regarde ce qui se passe du côté de l'immersif, évidemment, avec l'opportunité de ce musée qu'on devrait ouvrir d'ici 1 an. Donc, c'est pour ça que l'été dernier, j'ai tourné un petit peu entre Miami, New York, et j'ai été regarder Super Blue, qui est pour moi le meilleur exemple d'art immersif. Et puis, à New York, il y a quelques lieux qui sont intéressants, d'autres qui, à mon avis, le sont un petit peu moins. Entre Art Tech House, que j'avais bien aimé, Mercer Lab, c'est un autre projet, je pense, plus proche des technologies, de l'ingénierie créative, quoi. Génial. Écoute, il va falloir que tu reviennes, il y a trop de choses à discuter. En tout cas, c'est un plaisir. C'est un plaisir, et je vous remercie encore à l'époque de m'avoir aidé à accéder à ce petit monde où aujourd'hui je commence à avoir quelques réseaux. Je vous connais, j'en connais quelques autres, mais ça m'a pris un petit peu de temps, un peu d'énergie, et c'est heureusement qu'il y a des gens qui partagent comme vous le faites. Et d'ailleurs, moi, c'est quand je fais des préparations de tournage d'articles, c'est souvent que je tombe sur NFT Morning, et je vous écoute parler avec les artistes, les commissaires, peu importe, et ça m'aide à préparer. Donc, ça me fait plaisir d'en être. Voilà. Merci beaucoup. C'est un grand honneur. C'est sympa, et ça nous touche aussi. Et on va continuer, tous de notre côté et ensemble. Et simplement pour justement pour un petit peu aussi. On va continuer pour au moins 92 épisodes. Pour arriver à 1000. Ah bah oui, il faut, là, vous pouvez pas. 1000, on n'est pas sûr, mais 999, on y tient. C'est ça. Mais on va. C'est sûr qu'on va, on va continuer. Puis là, on a d'autres. Alors, on part dans d'autres univers d'ailleurs, là, pour vous dire aussi. On a pas mal de NFT Morning à venir là, qui vont être aussi sur le côté un petit peu sur la blockchain, sur la tech, sur la crypto, sur les infrastructures. Donc, restez connectés la semaine prochaine. Vous allez voir, il y a pas mal de choses autour de ça qui vont arriver. Sur le paiement aussi, les stablecoins, tout ça. Donc, on va en discuter ensemble. Et Dominique, du coup, bon retour. Et attends, juste vraiment le prochain truc le plus chaud sur lequel on peut voir justement une de tes expos, ça c'est quoi du coup?
le plus le prochain. le plus moment. prochain. Le plus C'est prochain. au centre coréen, non? C'est pas ça? Là, c'est actuellement où en fait, c'est une expo plutôt d'art contemporain coréen avec quelques pièces numériques. Et ça va durer encore pendant des mois. Non, le prochain coup sympa, c'est un petit peu excentré, ça sera à Malte, même si c'est sympa d'y aller au printemps. Mais sinon, ça sera au printemps aussi au Centre Wallonie-Bruxelles, où là, il y aura des artistes d'art contemporain avec parfois, en termes d'idées, de pratiques ou d'usage, un petit peu de numérique. Ça sera plus loin de la sphère NFT, on va dire. En revanche, plus près à Malte, mais c'est plus loin géographiquement. Génial. Voilà. Écoute, à voir, à suivre. Moi, ça m'intéresse beaucoup. On en reparlera. Mais en tout cas, merci beaucoup, Ren. Merci beaucoup, Dominique. Passez une excellente journée. À très, très vite la semaine prochaine pour les nouveaux épisodes. Et good morning. Happy. Good morning. Really happy. Good morning. To be with you.